Alors, mes chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux ce matin en recevant maintenant M. Gérard Ramex, président de l'Autorité des marchés financiers, et M. Benoît Juvigny, secrétaire général. Lors du jour de la séance publique, avec le débat suivi d'un vote sur le programme d'aide à la Grèce, nous a contraints d'annuler votre audition hier après-midi. Je vous remercie de vous être rendu disponible ce matin. Et voilà, vraiment, on ne pouvait pas faire autrement. On était vraiment désolés. L'autorité des marchés financiers, je rappelle, a été créée par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle résulte du regroupement de la Commission des opérations de bourse, la COB, qui avait été créée en 1967, du Conseil des marchés financiers, CMF, et du Conseil de discipline de la gestion financière. Elle est qualifiée par la loi d'autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Et elle comprend une commission des sanctions, habilitée à prononcer des sanctions disciplinaires et pécuniaires. Le collège de l'AMF n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique du ministre ni à sa tutelle, mais un commissaire du gouvernement assiste à ses réunions. L'article L. 621.1 du Code monétaire et financier dispose, je cite, que l'autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Fin de la citation. Donc l'autorité dispose à ce titre, évidemment, de nombreux pouvoirs de décision, d'injonction, d'avis, d'investigation et de sanction. Vous nous les exposerez dans votre propos liminaire. Le collège est composé de 16 membres. Vous êtes nommé par décret du président de la République, après avis des commissions des finances des deux assemblées. Votre mandat est de 5 ans et non révocable, non renouvelable. En revanche, le mandat des autres membres peut être renouvelé une fois. Je vous rappelle que, comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse. Elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, j'ai un formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite tour à tour à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je vous remercie tous les deux. Et puis je vous propose maintenant de nous faire part de vos observations, on va dire durant une dizaine de minutes. Après quoi, c'est notre rapporteur Jacques Mézard qui vous posera des questions, ainsi que les membres de la commission qui le souhaitent. Vous avez la parole. Voilà. Merci Madame la Présidente. Vous avez dit l'essentiel en donnant le cadre de nos missions. Je pense que la première chose la plus importante, c'est de dire qu'en France, on a un modèle de régulation financière à deux pôles. Il y a un pôle prudentiel et un pôle de marché. Donc la régulation prudentielle est confiée à l'ACPR. Je pense qu'il y a eu une audition des dirigeants de l'ACPR. Et la régulation de marché, donc confiée à l'AMF. C'est le produit d'une histoire assez longue, que je ne vais pas vous détailler, que d'avoir réorganisé ces deux pôles. Donc le prudentiel, ça veut dire que l'objet principal de la régulation, c'est de vérifier la sécurité du système, de protéger contre un écroulement soit du système dans son entier, de banque ou d'assurance, soit contre une défaillance individuelle. Et donc c'est de veiller à la compétence et à l'honorabilité des dirigeants, à des ratios de bilan, à des systèmes de contrôle interne qui fonctionnent correctement. Il y a également quelques responsabilités à l'égard des individus, des clients, mais c'est quand même marginal dans une logique prudentielle. La régulation de marché, elle se distingue parce qu'elle est plus microéconomique. Originellement, elle a une culture, disons, consumériste assez forte, c'est-à-dire qu'elle a été d'abord constituée, en France comme dans d'autres pays, pour protéger les investisseurs individuels et aussi les investisseurs institutionnels qui, d'ailleurs, finalement, utilisent l'argent de personnes physiques, naturellement. Et donc, c'était son origine. Alors, elle a, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, elle a la responsabilité donc, de protéger l'épargne investie en instruments financiers,
ce qui veut dire qu'elle régule en particulier l'information qui est donnée sur ces instruments financiers. C'est un pan très, très, très important de nos missions. Elle régule également tout ce qu'on appelle le secteur de la gestion d'actifs, c'est-à-dire les professionnels qui gèrent, soit sous forme de mandat individuel, soit sous forme de véhicules collectifs, qu'on appelle en général au PCVM, l'argent des particuliers. C'est des sommes colossales, pas très loin, enfin selon le périmètre qu'on prend, on est dans des ordres de grandeur du PIB français. Hein. Donc pour les différents investissements, qu'ils soient sous forme de fonds monétaires, de fonds obligataires, de fonds d'action ou d'instruments différents. Nous avons également le domaine qu'on appelle les infrastructures de marché, c'est-à-dire l'entreprise de marché elle-même, hein, celle qui apparie les ordres hein, pour faire des transactions, les chambres de compensation, les organismes de règlement-livraison, donc tout ce qui fait que quand vous passez un ordre individuel, depuis votre banque par exemple ou depuis votre site internet, eh bien, le transfert des titres, leur conservation se fait dans des conditions ordonnées. Voilà en gros quel est notre domaine. Et pour revenir à l'architecture, le système français, donc, comme beaucoup d'autres, je pense que c'est plutôt le modèle dominant hein, d'avoir deux pôles. Personnellement, j'ai toujours travaillé dans ce pôle-là, donc je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis plutôt un avocat de la séparation. Il y a quelques pays, par exemple notre voisin allemand, a créé la BaFin, qui est à la fois ce qui est en France l'AMF et la CPR. Il y a un côté bancaire, assurantiel, et un côté marché. Évidemment, nous travaillons avec le côté marché. Mais la plupart des autres pays, par exemple en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a avec des variations selon les pays, il y a plutôt ce modèle séparant les deux types de régulation. Nous les avons réorganisés avec des participations croisées, si on peut dire, ou des représentations croisées, puisque le gouverneur de la Banque de France est représenté au collège de l'AMF et Robert Hoffel, qui est un des deux sous-gouverneurs, assiste à toutes nos séances et prend une part très importante au fonctionnement de l'AMF. Et votre serviteur ou son voisin siège au collège de la CPR, il y a plusieurs collèges à la CPR, au collège général et aussi au collège de résolution. Donc nous sommes quand même assez informés, on est capable d'agir de façon conjointe lors de crises. Et sur toutes les réflexions, puisque une des évolutions importantes des dernières années, ça a été d'associer les régulateurs de marché. Il y a une grande mobilisation, qu'elle soit européenne, nationale ou mondiale, pour essayer de gérer les risques systémiques hein, qui sont apparus comme extrêmement dangereux depuis pas mal de temps, en particulier depuis 2007. Et donc pour toute cette participation, si vous voulez, à la régulation, à la maîtrise du risque systémique, évidemment, nous travaillons en étroite liaison avec la Banque de France, la CPR et avec le ministère de l'économie et des finances. Sinon, si je détaille un petit peu, les points les plus importants, c'est peut-être d'abord la gouvernance de l'AMF. Donc l'AMF est une institution indépendante, hein, vous l'avez rappelé en commençant. Ça veut dire qu'elle est à la fois indépendante des structures de l'exécutif, il n'y a pas de tutelle. Si on veut être un peu plus précis, il faut dire qu'il y a effectivement, ça nous est reproché parfois par le FMI lorsqu'il fait des études sur l'organisation de la régulation, il y a un représentant du ministre des Finances, plus exactement du directeur général du Trésor, qui siège à nos réunions, qui n'a pas pouvoir de vote. Mais qui est présent. Nous avons en matière réglementaire, le pouvoir est quand même très partagé, hein, puisque évidemment les textes qui sont de niveau européen ou les textes qui sont de niveau législatif, l'initiative et l'action appartient au ministre et à ses services. Nous travaillons en étroite liaison avec eux parce qu'on leur sert de réserve d'expertise, on peut dire, et ils nous consultent assez abondamment, mais ce sont eux qui ont la main. Lorsqu'il s'agit du règlement général de l'AMF, qui est notre corps de texte principal, le pouvoir est partagé, puisqu'il appartient donc à l'AMF d'opérer les consultations, de délibérer le texte, et au ministre de lui donner force obligatoire. Autrement dit, s'il y avait un désaccord, en fait,
eh bien, aucun texte ne paraîtrait, puisque nous avons la responsabilité de le proposer et le ministre a la responsabilité d'apposer sa signature. Donc il faut que les deux parties, heureusement, il n'y a en général pas beaucoup de difficultés. En revanche, pour les décisions individuelles que nous prenons, qui sont tout à fait importantes, hein, et bien là, nous sommes complètement indépendants. C'est-à-dire que ce sont les services donc dirigés par Benoît Juvigny, secrétaire général, nommé après avis du collège par décision du président, qui a la responsabilité de diriger l'ensemble des équipes, à peu près 450 personnes actuellement. C'est lui qui rapporte les dossiers au collège. Et le collège prend les décisions pour les plus importantes, puisque certaines sont évidemment prises par délégation et je les signe pendant la semaine lorsqu'il n'y a pas de problème de principe. Mais pour toutes ces décisions-là, nous sommes strictement indépendants. Nous sommes en fait contrôlés par les tribunaux, hein, puisque les actes que nous prenons, alors qui sont différents, mais il y aura peut-être des questions, c'est quand même assez compliqué. Par exemple, nous agréons tous les fonds de gestion d'actifs, tous les OPCVM, leur documentation juridique et leur documentation commerciale, on la contrôle également. On agrée les acteurs de la gestion d'actifs. On vise les documents que les émetteurs, donc les sociétés cotées, publient pour faire des introductions en bourse ou pour augmenter leur capital ou pour donner ou pour répondre à toutes les obligations de réglementation. Il y a en général ce qu'on appelle un document de référence qui est visé annuellement par nous. Donc tous ces actes-là, en matière d'offres, nous devons, selon la nature de l'offre publique qui est faite d'achat ou d'échange, nous devons accepter les termes de cette offre et surveiller l'information qui est donnée au marché. Par exemple, on l'a fait pour l'opération Lafarge-Holcim, qui est en train de s'achever. Pour toutes ces décisions-là, il y a un juge d'un éventuel contentieux qui peut être soit le Conseil d'État, soit la Cour d'appel de Paris sous le contrôle de la Cour de cassation, selon les matières en réalité. Donc c'est dans ce domaine-là que nous avons notre pleine indépendance. Alors dans les différentes attributions, nous avons également, et c'est un pan qui occupe, je sais pas, entre le quart et le tiers de nos moyens et de notre activité, tout ce qui est l'aspect surveillance et répression. C'est-à-dire que nous avons des équipes qui surveillent les marchés, qui traitent des données très très considérables en nombre pour voir s'il y a des sujets de préoccupation, des possibles infractions ou à tout le moins des anomalies. Ensuite, ça peut aller jusqu'à des investigations très précises qui sont décidées à ce moment-là par le secrétaire général. Donc il y a le pouvoir de décider les contrôles ou les enquêtes. La terminologie, les moyens sont assez voisins, mais on appelle enquête la recherche d'abus de marché, c'est-à-dire d'utilisation d'informations privilégiées ou de manipulation de cours ou de fausses informations. Et les contrôles, c'est plutôt des contrôles sur des établissements, des prestataires de services d'investissement, donc c'est plus un droit disciplinaire, d'où cet écart de terminologie. Mais dans les deux cas, donc des travaux ont lieu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et le rapport est présenté par le secrétaire général au collège ou à une de ses commissions spécialisées, et nous décidons des suites à donner, c'est-à-dire d'engager des procédures de sanctions ou de transmettre au parquet. Ensuite, la commission des sanctions, sur laquelle je ne reviens pas, puisque Madame la Présidente, vous l'avez présentée, reprend l'affaire, je la lui transmets. À ce moment-là, nous sommes du côté collège et nous sommes en posture de représenter l'accusation, parce que c'est nous qui avons prononcé une accusation, donc par exemple d'avoir utilisé une information privilégiée sur telle personne ou tel chef d'entreprise d'avoir communiqué au marché dans des termes qui étaient trompeurs. Eh bien, la commission des sanctions va reprendre selon une procédure qui n'est pas juridictionnelle au sens strict, mais qui s'apparente quand même à cela, et aboutir soit à une décision, soit de ne pas sanctionner si elle estime que notre accusation était trop sévère ou injustifiée, soit de prononcer une sanction sous le contrôle des mêmes juges que ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc ça, c'est un pan très très important de notre activité. Il est en ce moment d'ailleurs, il fait l'objet d'intenses réflexions, puisque vous savez probablement, et en tout cas certains de vos collègues du Sénat sont de véritables spécialistes de cela, à la suite de deux décisions, l'une de la Commission européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et l'autre du Conseil constitutionnel, la dualité de poursuite qui jusqu'à présent était offerte depuis plus de 20 ans, maintenant ne sera plus possible d'une façon générale. Il faudra soit avoir une poursuite
dite administrative devant la commission des sanctions, soit choisir la voie pénale, mais l'une des deux voies exclura l'autre. Donc il y a des travaux importants là-dessus. Nous avons également un dispositif de médiation pour des plaintes individuelles qui répond aux règles générales de la médiation et qui est en plein essor. Il y a de nombreuses demandes et sont, je crois, assez bien traitées. Nous avons une action internationale très très importante. Il faut voir qu'aujourd'hui, les sujets de régulation financière se traitent à la fois au niveau mondial, dans des ententes comme le FSB, Financial Stability Board, qui est une sorte d'émanation du G20, l'IOSCO ou l'OICV, selon qu'on parle anglais ou français, qui est l'Union mondiale des régulateurs de marché, et quelques autres instances de ce type. Vous avez le niveau européen avec le dispositif de directive ou de règlement. Ensuite, au niveau national, largement on transpose et on interprète, on applique. Mais la quasi-totalité des règles que nous appliquons aujourd'hui s'inscrit maintenant dans un cadre européen. Il y a encore quelques domaines où nous avons une certaine autonomie, mais le paysage a de ce point de vue complètement changé par rapport à il y a une vingtaine d'années, où il y avait énormément de textes qui étaient nationaux. Aujourd'hui, on est dans un cadre européen et nous participons évidemment à l'élaboration de ce cadre européen en prenant des places dans les innombrables instances d'experts qui préparent, interprètent, essayent de formuler ce qu'on appelle les standards d'interprétation ou des directives. Voilà en quelques mots ce que nous faisons. Alors, nos enjeux sont évidemment très importants. On a un enjeu de technicité et de maintenir nos compétences et nos moyens au niveau de l'évolution des techniques et des risques dans le monde que nous avons pour charge de surveiller et de réguler. On a sur notre agenda la dernière étape de mise en application de toutes les décisions qui ont été prises au niveau international et que la France a acceptées, à l'élaboration de laquelle elle a participé en 2008 et 2009, les grandes décisions du G20. Le sujet le plus important étant, à mon avis, la compensation obligatoire pour toute une série de produits dérivés qui étaient jusqu'à présent traités de façon bilatérale. C'est un exemple parmi d'autres. Nous avons la transposition de la directive MIF 2, avec en particulier le sujet du trading haute fréquence et le sujet de transparence du marché, c'est-à-dire de savoir dans quelle mesure les transactions doivent obligatoirement passer par des systèmes transparents, où les ordres sont... le carnet d'ordre est en partie connu, et en tout cas les transactions connues à la seconde près, ou bien peut aller dans des systèmes plus confidentiels. Nous travaillons également sur l'union des marchés de capitaux qui va déterminer la politique de la Commission européenne pour les prochaines années, puisque c'est le thème qui a été adopté par la nouvelle Commission Juncker. Voilà très rapidement quelques points de repère sur notre activité et notre situation. Merci beaucoup pour la clarté de cet exposé. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Et merci aussi Monsieur le Président pour la réponse écrite au questionnaire que nous vous avons adressé qui est très complète. Bon, la première question concerne le fait que vous soyez une autorité publique. Cela résulte d'une obligation européenne, si nous avons bien compris, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de régulation privée des marchés financiers. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont organisés les autres pays européens, enfin les principaux, et est-ce que ces autorités de régulation des marchés financiers chez nos voisins sont aussi indépendantes que l'AMF? Question difficile. En principe, oui. Assez curieusement, mais votre sentiment, assez curieusement, il n'y a pas, à ma connaissance, malgré toutes les directives qui ont été arrêtées depuis 30 ans maintenant, il n'y a pas de directive consacrée exclusivement à l'organisation de la régulation de marché. Il y a
quelques allusions dans différentes directives sur le fait que le régulateur doit être indépendant, doit être doté de moyens, mais il n'y a pas d'éléments précis. C'est ce qui explique par exemple que, comme je l'ai indiqué, il y a des pays dans lesquels le régulateur de marché est seul, dans d'autres il agit à l'intérieur d'une autorité plus vaste qui a en charge également le modèle prudentiel. La relation avec l'État est assez variable selon les pays, marquée par la culture des différents pays. Par exemple, nos amis allemands qui ont une organisation qui s'appelle donc la BaFin, qui est autonome juridiquement, pour tout ce qui est réglementaire, doctrine, etc., affichent qu'ils appliquent les directives du gouvernement allemand. Alors que nous dialoguons évidemment, on travaille très étroitement et on a, je ne pense pas, de divergence de doctrine avec le gouvernement français, mais ce n'est pas dans notre culture de dire que nous représentons le point de vue des autorités publiques françaises en tant que telles, on représente le régulateur. Au Royaume-Uni, vous avez eu différentes... lorsque M. Blair est arrivé au pouvoir, il a créé la FSA, Financial Services Authority, qui était un énorme régulateur, qui rassemblait, ils avaient auparavant un système très très dispersé, très très spécialisé. Il a rassemblé dans cette seule institution la totalité des pouvoirs de régulation, enfin pratiquement, qu'ils soient prudentiels ou de marché. Et puis cette FSA, finalement, a été un peu la victime de la crise de 2007 il y a eu une réforme qui a rapproché la régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre en créant la PRA et en créant la FCA qui ressemble beaucoup à l'AMF. Le mode de relation avec le Trésor britannique, je ne pense pas qu'il soit très très différent d'une autre. Bon, simplement, on n'est pas du même côté de la Manche, on n'a pas la même histoire, pas tout à fait la même culture. Mais il y a une grande indépendance quand même de la FCA. Dans les pays latins comme l'Espagne ou l'Italie, le modèle est assez proche du modèle français, me semble-t-il. Donc je pense qu'on peut dire que le modèle d'un régulateur qui a une assez large indépendance en termes d'agencement de ses moyens, de prise de ses décisions individuelles, de détermination de ses règlements est quand même le modèle dominant en Europe, même si, à ma connaissance, il n'y a pas de texte. Au niveau mondial, vous avez les grands principes de l'OICV, donc Organisation internationale des commissions de valeur, ou IOSCO en anglais, qui a donné quelques principes de régulation. Et parmi ces principes, vous trouvez une autonomie et des moyens suffisants pour le régulateur, mais dit en des termes assez généraux, parce que il doit y avoir plus de 100, on doit être 120 ou 130 membres. Vous imaginez bien que les modèles, selon l'importance de l'activité boursière, de l'activité de marché, la tradition politique, il y a des modèles quand même très 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 différents. Nous, en France, on a fait un choix très ancien, puisque vous l'avez rappelé en commençant, la COB a été créée très tôt sur le modèle de la SEC américaine, qui évidemment avait été créée pendant le New Deal, et avec un modèle juridique qui n'est pas exactement celui qu'on a aujourd'hui, mais qui était quand même assez voisin. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur l'autonomie. Nous, dans les revues, je l'ai cité dans mon introduction liminaire, dans le cadre des décisions du G20, il a été confié au Fonds monétaire international le soin de faire des revues par pays pour voir si le système de régulation financière fonctionnait correctement. Donc vous avez à disposition, et si vous avez peut-être déjà regardé, on a eu déjà en France plusieurs rapports, il y en a un tous les ans, tous les deux ou trois ans, d'équipes du FMI qui viennent et qui regardent si on applique bien les principes internationaux en matière de régulation. Alors notre système les choque un peu par un point qui nous paraît assez naturel, c'est la présence d'un haut fonctionnaire de Bercy à notre collège. Mais il n'y a pas de règles qui l'interdisent non plus, mais eux disent que ça peut porter atteinte à la... on a eu des solutions différentes. Il y a eu un moment où
Moi, quand j'ai commencé à la COB, par exemple, le représentant du ministre était là pour les questions générales. Quand on avait un débat individuel, il sortait. Donc comme ça, on ne pouvait pas l'accuser de prendre part à une OPA ou je sais pas, à la délivrance d'un visa difficile ou choses comme ça. Maintenant, moi, je trouve personnellement que c'est plutôt une meilleure solution. Mais il y a 16 membres du collège plus le commissaire du gouvernement. Donc c'est un modèle qui me paraît fonctionner assez bien. Merci. Vous avez la personnalité morale. En quoi cela vous est utile? Bon, ça résulte en partie de l'histoire, hein, puisque l'AMF a été créée en 2003, et donc ça a été l'organisation d'un pôle unique de régulation de marché. Auparavant, sans entrer trop dans les détails, vous aviez en fait la régulation de marché. Elle reposait sur principalement deux instances. L'une qui était issue de la compagnie des agents de change, en fait, des professionnels de la bourse eux-mêmes, qui avait abouti, après plusieurs dénominations, plusieurs organisations, à un conseil des marchés financiers, qui était composé uniquement de professionnels, qui avaient la personnalité morale, une autonomie financière très large, parce que c'est lui qui fixait ses propres ressources en taxant les participants. La COB, à l'époque, avait déjà l'indépendance à peu près équivalente à celle que l'AMF a aujourd'hui, mais au sens strict, on avait l'autonomie budgétaire, on avait nos ressources propres, mais on n'avait pas la personnalité morale. On avait déjà l'indépendance du collège, mais on n'avait pas la personnalité morale. Donc, en pratique, pas une différence absolument énorme dans le fonctionnement de tous les jours. Bon, il a été décidé et c'est pour ça qu'on s'appelle autorité publique indépendante, le Conseil d'État ayant décidé qu'une autorité administrative n'avait pas la personnalité morale, et quand elle l'avait, il l'appelait publique. Bon, je pense que c'est plus clair. Hein. Bon, c'est plus clair si, par exemple, notre responsabilité est mise en cause, si on agit en justice. Le président de la COP pouvait déjà agir en justice. Bon, c'est plus clair que ce ne soit pas la personnalité de l'État. Oui, ça, c'est que l'autorité, finalement, de l'État n'est plus engagée. Oui, n'est plus engagée directement. C'est quand même ça, la contrepartie. Oui, c'est bien sûr. Oui, par rapport à vos ressources, vous avez un budget important. Hein. Enfin, oui, par rapport à la plupart des autorités. Ça dépend par rapport à quoi on le compare. Voilà, exactement. C'est plus de 80 millions d'euros, vous avez 450 personnes, oui. Enfin, vous avez... oui, bien sûr. Et ça se comprend, normalement, les moyens de votre action. Bon, nous, lorsque nous auditionnons des autorités administratives indépendantes, la plupart sont financées directement par le budget général. En disant d'ailleurs que ça ne leur pose pas de problème d'autonomie. Bon. Vous êtes financé par des taxes affectées, donc normalement, vous ne dépendez pas de l'État pour la fixation du montant de votre budget, et c'est la loi qui fixe le principe et les modalités de contribution et droits fixes que vous percevez sur les opérations financières et les opérateurs. Mais si nous avons bien compris, ces recettes dépendent largement de l'état des marchés financiers. Oui. Ce qui veut dire que dans la réponse à notre questionnaire, vous avez indiqué, en raison de la crise financière de 2008, les recettes de l'AMF avaient diminué de 25% entre 2008 et 2010. Alors comment vous gérez ces variations de recettes? Alors, donc l'affectation de recettes au devancier de l'AMF était très ancienne. Ça avait toujours été le cas pour le CMF. Et la COP, depuis le début des années 80, il y avait un budget autonome avec un système de recettes. Alors ce système de recettes était effectivement très dépendant de l'activité, puisqu'il dépendait principalement de deux dispositifs. L'un assis sur les actifs sous gestion au 31 décembre de l'année précédente. Et donc évidemment, ça dépendait le niveau des cours de bourse qui fait varier le montant, la part de marché de la gestion d'actifs, etc. Tout ça pouvait varier.
Et l'autre partie, c'était principalement sur les opérations financières. Ça, c'était encore beaucoup plus instable, puisque, par exemple, pendant la bulle financière, nous avons eu des ressources très, très considérables. Les grandes fusions dans le pétrole, dans la communication, dans la banque, ont permis à la COP d'encaisser des recettes très très importantes qui dépassaient de beaucoup nos besoins annuels. Mais inversement, dans des phases de ralentissement de marché, on pouvait être en déficit. Le système est progressivement devenu un peu plus stable. D'abord parce que le système du CMF était un petit peu plus stable que celui de la COB. Et puis il y a eu un tournant que vous avez, au cours de la période que vous avez citée. Moi, je n'étais plus au sein de l'AMF, mais donc mon prédécesseur Jean-Pierre Jouyet et le prédécesseur de Benoît Juvigny, Thierry Franck, ont présenté une réforme face justement à un double phénomène qui était l'attrition des recettes de l'AMF, donc due à la crise, et le besoin d'accroître considérablement les moyens de la régulation, ont conduit Jean-Pierre Jouyet à présenter un plan à la fois d'augmentation des recettes, de stabilisation de ces recettes, puisqu'il a été introduit principalement un droit sur la capitalisation boursière des entreprises de plus d'1 milliard d'euros de capitalisation, hein, je parle de mémoire. Et donc ça, c'est évidemment, c'est plus stable que le fait de savoir s'il y a une OPA ou des introductions en bourse au cours de l'année. Bon, néanmoins, on a eu, si vous regardez la séquence, et on vous l'a transmise par écrit, il y a eu au cours de la période 2009, 2010, 2011 des déficits très considérables, hein, des comptes. Et donc, nous les gérions selon le système des vaches maigres et des vaches grasses, hein, c'est-à-dire en gardant l'argent, puisque nos dépenses, si vous voulez, sont beaucoup plus stables, évidemment, que les recettes dans un système, puisque nos dépenses dépendent avant tout des effectifs, et que ces effectifs sont beaucoup plus stables, évidemment, que le nombre et surtout la capitalisation qui est derrière les opérations de marché. Et donc, c'est comme ça que nous faisons face aux problèmes. Je ne vous cache pas que la tendance actuelle et les mesures qui ont été prises l'année dernière nous ont énormément inquiétés. On a eu beaucoup de discussions avec le ministère, y compris avec le ministre, à cause d'un prélèvement, enfin un plafonnement des recettes qui équivaut à un prélèvement sur le fonds de roulement, qui a toutes les justifications au regard des finances publiques que l'on veut, mais qui, par rapport à nous, est une menace absolument considérable sur la qualité de la gestion de la maison, sur sa visibilité, etc. Donc nous espérons on verra dans les arbitrages budgétaires, on espère revenir à un équilibre. Oui, enfin, ça paraît quand même. Il peut y avoir une logique, mais enfin, c'est pas très prudentiel, pour reprendre un terme, hein, d'avoir des recettes qui sont dépendantes, hein, des fluctuations des opérations financières. D'autant que quand on regarde les dépenses, je pense que vous me répondrez que c'est la conséquence hein, des pouvoirs qui sont les vôtres, mais quand je regarde la masse salariale, elle a été augmentée de 30% entre 2010 et le budget 2015. Ah oui, oui. Enfin, si vous voulez, c'est le résultat d'une politique déterminée, hein, de dire... moi, j'ai quitté... Enfin, Benoît, tu en parleras peut-être mieux que moi, puisque tu étais là à l'époque, mais l'AMF à l'arrivée de Jean-Pierre Jouyet, qui c'est pas simplement, je ne veux pas personnaliser, hein, c'est pas parce que c'était Jean-Pierre Jouyet, c'est parce qu'on était quelques mois après la faillite de Lehman, et donc dans un désarroi assez total sur la régulation et la manière de lutter contre les menaces qui éclataient de toutes parts. Donc il a été décidé d'augmenter les moyens du régulateur, d'ailleurs pas seulement de nous, aussi il y a une réorganisation que vous expliqueront les responsables de la CPR, une réorganisation du pôle prudentiel et une augmentation des moyens, qui continue d'ailleurs maintenant au niveau européen avec la supervision unique. Donc effectivement, nous quand on dit augmenter nos moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous donner plus de gens, nous permettre de recruter des gens les plus spécialisés possibles,
et également qu'on ait des moyens consacrés à l'informatique. C'est l'essentiel de nos dépenses, en fait. C'est des systèmes informatiques et des hommes et des femmes. La régulation, c'est avant tout ça. Donc, effectivement, la masse salariale a augmenté de façon importante. Alors, elle est en train de se stabiliser. On a même légèrement diminué, sauf erreur de ma part, en 2014. Non pas tellement par suite d'une politique volontaire, encore qu'on a été quand même assez prudent compte tenu des incertitudes qu'on avait sur nos perspectives en matière de recettes, mais surtout on a une reprise d'activité dans notre secteur qui fait qu'on a eu un certain nombre de départs, et donc en ce moment on a plutôt, enfin Benoît l'expliquera mieux que moi, on a plutôt un problème de fidéliser nos meilleurs cadres et de recruter des remplaçants pour ceux qui partent dans le système bancaire, dans les cabinets d'avocats, les cabinets d'audit, etc. Il faut voir que l'essentiel de nos cadres viennent du secteur privé et y retournent. Donc leur temps de présence chez nous, on cherche à ce qu'il soit assez de plusieurs années quand même, mais il est forcément temporaire et dans l'histoire moi je connais l'histoire de la maison depuis assez longtemps, effectivement le taux de départ varie un peu selon la conjoncture et selon les besoins dans les secteurs que nous régulons. Donc c'est pas seulement nos recettes, si vous voulez, on vit, qu'on le veuille ou non, un petit peu en lien avec le monde que nous régulons. Et on connaît ces ralentissements et ces accélérations. En ce moment, bon, ça me rend plutôt optimiste, puisque ça montre qu'il y a, et c'est clair, il y a plus d'introduction en bourse, les cours ont repris, il y a un peu plus de dynamisme. Il y a aussi une mobilisation très très forte sur ce qu'on appelle dans le jargon la compliance, la conformité en français, qui fait que des offres d'emploi sont faites à certains de nos spécialistes, dans le respect des règles que la commission de déontologie vérifie, et qui ont un impact sur notre masse salariale aussi. Voilà à peu près les éléments. Oui, et ces allées et venues entre le monde du privé et l'AMF, ça ne vous pose pas des problèmes? Ah, pas du tout. Non, c'est une... C'est-à-dire, si vous voulez, ça ne pose pas des problèmes. Ça veut dire, il faut prendre des précautions, si vous voulez. Mais pour nous, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que l'AMF exerce toute une série de compétences qui demandent des compétences assez spécialisées. Si je prends par exemple les gens qui s'occupent des dialogues sur du respect des normes comptables IAS, dans l'administration, il n'y a pas de spécialiste des normes IAS. Il faut que vous allez chercher les gens. Alors certains peuvent se former chez nous, mais bon. Non, mais dans le sens où ils viennent à l'AMF, ça ne me pose pas de problème. La difficulté, c'est que quand ils partent. Ah ben quand ils partent, là, il y a des règles assez. Alors, ce point-là, si vous voulez, est un point alors qui varie. Vous me posiez tout à l'heure une question de droit comparé. C'est très très lié à la culture de chaque pays. Si vous allez en Angleterre, ils ont ce qu'on appelle en Grande-Bretagne, vous avez ce qu'ils appellent le garden living. Vous occupez de votre jardin pendant 6 mois et ensuite vous pouvez aller directement chez quelqu'un chez qui vous enquêtiez 6 mois avant. Ça les gêne pas beaucoup. Nous, on est beaucoup plus strict là-dessus. Il y a des règles, que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui se caractérisent par une période de 3 ans, donc qui est quand même assez longue. Et nous vérifions chaque fois qu'un salarié nous déclare qu'il donne sa démission pour partir dans le secteur privé. Il est obligé de nous expliquer. Nous regardons, nous vérifions qu'il n'a pas passé de marché, ça c'est assez rare, avec la personne morale qui va être son employeur, et surtout qu'il ne l'a pas contrôlé. Mais on peut, je veux dire, le système économique et financier est quand même suffisamment vaste pour que vous puissiez avoir ces transferts sans effectivement aller chez quelqu'un que vous venez de contrôler sous une période de moins de 3 ans. Et donc ce système marche à peu près. Les règles ne sont pas propres à l'AMF, elles ont été fixées par le législateur. Il y a eu un transfert de compétences. Auparavant, on présentait les dossiers devant la commission de déontologie, mais elle donnait simplement un avis. Maintenant, elle a un pouvoir de blocage. Donc de mon point de vue, je pense que nous illustrons en France par un système
particulièrement strictes. Bon, moi, je n'ai pas à me prononcer dessus. C'est une contrainte pour nous, et surtout pour certains de nos agents. Si vous voulez, c'est toujours un équilibre, hein, parce que vous avez parfois des agents qui vont vous expliquer que ils ne veulent pas prendre de responsabilité dans tel ou tel secteur, précisément parce que ça les empêcherait de partir. Donc c'est dans ce secteur un jour. Donc il y a un équilibre. Il faut que nous soyons. Vous disiez, ça pose pas de problème à l'arrivée. Un petit peu quand même. C'est-à-dire, si vous voulez, nous, on cherche à recruter de bons éléments. Donc il faut qu'on soit à peu près attractif en termes d'équilibre, rémunération, qualité de travail, intérêt du travail. Et puis les gens savent que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils repartiront. Donc ils cherchent à connaître les règles pour savoir quelles sont les règles du jeu. Il faut se mettre à leur place. Jusqu'à présent, c'est à peu près... Benoît, tu veux peut-être compléter, puis c'est toi qui gères plus directement que moi. Je voulais juste ajouter qu'il y a un très grand intérêt pour l'AMF à ce que des anciens de l'AMF puissent après aller rejoindre dans des services de compliance, par exemple, les sociétés de gestion ou les banques. Pour nous, en termes de ressources humaines, c'est un mouvement très classique, mais c'est très intéressant pour nous. Nous cherchons vice dans le respect des règles de déontologie. Nous cherchons juste évidemment à éviter que les gens partent dans les secteurs où qu'ils ont eu à connaître dans leur travail à l'AMF. Mais cet enrichissement de la place, je crois, est vraiment une valeur ajoutée du business model ressources humaines de l'AMF. Oui, c'est un argument que j'entends. Ma question aussi, ça avait le sens de dire, est-ce que vous pouvez rester concurrentiel au niveau rémunération par rapport à... Bon. Oui. C'est un vrai sujet que je gère au quotidien et qui n'est pas facile. Et il y a des collègues qui rejoignent l'AMF par l'intérêt du travail, par le fait qu'aujourd'hui les régulateurs ont une place stratégique dans le monde de la finance et qui acceptent en contrepartie certains sacrifices salariaux. Ça fait partie de notre modèle également. Et ça dépend aussi des moments. Hein. Moi, j'ai été secrétaire général donc, pendant pas mal d'années et j'ai quitté l'AMF pendant un peu plus de 3 ans et je suis revenu comme président donc, début 2012. Donc j'ai été très très frappé par le fait qu'il y avait eu non seulement pas mal de recrutements, mais surtout des recrutements de personnes déjà relativement seniors, très expertes. Alors, ça venait à la fois de ce que la décision avait été prise de proposer des salaires, parce que vous ne recrutez pas évidemment au même prix quelqu'un qui est en tout début de carrière, même s'il vient d'une grande école prestigieuse, et quelqu'un qui a déjà 10 ou 15 ans d'expérience dans la comptabilité ou le droit très pointu ou la finance. Et donc on avait accru la masse salariale, comme vous l'avez noté. Ça venait aussi du fait que la crise sur la place a fait qu'il y avait des gens très compétents qui étaient prêts à passer quelques années chez le régulateur. C'est plus facile. En ce moment, on va entrer, je l'espère d'ailleurs, parce que ça prouverait que l'économie repart, dans une période un petit peu différente où on va avoir des gens qui, venus il y a 4-5 ans chez nous, trouvent des débouchés. Donc il faut ajuster en permanence. C'est une contrainte. Pierre-Yves, vous voulez juste... sur ce sujet, je vous avoue que je suis un peu intrigué par la façon dont vous fonctionnez. Enfin, vous avez eu des grands artistes quand même, des gens qui ont été responsables de la Caisse des dépôts, ministres plusieurs fois, président, secrétaire général de l'Élysée, etc. Bon, donc en matière d'indépendance, ils le sont certainement dans leur tête, mais enfin, ça fait un peu bizarre. Et puis, ce n'est pas que des exceptions, puisque ce dont nous parlons pour l'instant, ce sont les cadres. Alors, ces cadres, en fait, il y a un entre-soi. Tout ce monde-là reste dans le domaine de la finance. Donc, quel intérêt que vous soyez une haute autorité indépendante ? C'est-à-dire qu'il y ait un label, disons une labellisation publique sur votre existence. Ça pourrait être très bien un organisme qui gère les intérêts privés, qui essaye de faire que ça fonctionne à peu près, etc., sans qu'il y ait ce label de haute autorité publique et que vous soyez indépendant. Parce que indépendant de quoi ? De qui ? Comprendre parfaitement votre question, mais je vais essayer d'y répondre. L'indépendance, elle est
à l'égard de deux types d'acteurs. Elle est à l'égard des institutions de l'État, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Donc ça, je l'ai expliqué. Nous avons une certaine indépendance qui a ses limites, hein, mais qui est réelle. Hein, et sur les décisions individuelles, il y a vraiment aucun doute. Je sais qu'il y a souvent un scepticisme là-dessus. Moi, je peux dire, j'ai agi très très longtemps dans cette maison. Et sur les grandes décisions individuelles, je pourrais citer des opérations, le collège délibère en parfaite liberté. Il y a également une indépendance, bon, évidemment, par rapport au milieu régulé, hein, c'est-à-dire par rapport à toutes les professions du chiffre, du droit, de la bourse, de la finance. Donc là, pour moi, ce qui est garant de cette indépendance, c'est la collégialité. Au sein du collège, vous avez des personnalités qui ont été nommées par des canaux différents, par des autorités différentes, qui ont des angles de vue différents. Et moi, mon métier en tant que président, c'est d'essayer quand on a un problème difficile, hein, ce qui arrive parfois, c'est d'examiner, on le traite en droit, on regarde les textes qui sont applicables, quelle est la situation concrète que nous avons à gérer. Et bien autour de la table, vous avez des gens qui ont plutôt une sensibilité une pratique d'investisseurs, d'autres d'entreprises. Oui. Excusez-moi, oui, tout à fait. Mais ce sont des gens qui pratiquent le même métier, qui ont le même... Ah non, non. Oui, enfin bon... Voilà, mais vous voyez ça de loin, si je peux me permettre. Attendez, est-ce que vous avez, je ne sais pas, dans votre collège, des gens qui sont plus sensibles, je ne sais pas, à la défense de l'emploi, par exemple? Est-ce que vous en avez? Bon, peut-être, j'en sais rien. Bon, là, vous êtes un monde, mais très bien, c'est votre boulot. Vous régulez, attendez, vous régulez donc la planète finance, disons, bon, en gros, mais ce sont uniquement des gens qui sont de la partie. C'est un entre-soi qui est quand même... Ben oui, ben évidemment, vous voyez des différences que peut-être le commun... Non, mais attendez, que le commun des mortels ne voit pas. Bon, parce qu'il y a quand même d'autres différences quand même dans la société. Je veux dire que vous avez quand même un rôle éminent. Hein, vous avez quand même une responsabilité qui est écrasante. Bien, et cette responsabilité, en particulier, quand même... le taux de chômage, comment les choses vont aller, est-ce qu'on a un système qui est solide ou pas, enfin, etc. Bien, il pourrait y avoir d'autres avis. Bon, je crois alors, Pierre-Yves, on va le laisser. Non, mais attendez, je termine. J'allais dire que aussi, quelque part, votre étonnement m'étonne et que vous ne compreniez pas le sens de ma question. Ben, ça a quand même une signification. Bon, ok. On va laisser répondre M. Ramex. La caisse des dépôts du secrétaire général de l'Élysée, je vois pas le rapport avec l'AMF, sincèrement. Quand même, si, quand même. Il y a un nom qui revient à l'esprit, quand même. Voilà, bon, quand même. Monsieur Jouillet, si vous voulez. Là, quand même, bon. C'est quand même très particulier. Bon, c'est brillant, on peut être d'accord ou pas. Moi, je refuse de commenter ce point. Monsieur Ramex. Vous avez la parole et après on redonne la parole au rapporteur. Non, si vous voulez, tout dépend à quelle distance on se place. À l'intérieur du collège, si vous comparez par exemple le point de vue de la représentante de la personne nommée par la Cour de cassation ou M. Thierry Philippona, qui vient du monde, qui était dirigeant de Finance Watch, et si vous les comparez au point de vue des émetteurs ou des représentants de la gestion d'actifs, vous avez une très grande diversité. Alors moi, c'est ça que je vois. Alors ensuite, vous me dites que vous avez une responsabilité écrasante. Bon, j'espère qu'elle ne m'écrase pas, mais elle est importante. Par contre, ce n'est pas nous qui déterminons le taux de chômage. Hein. Moi, j'ai à traiter de savoir si les fonds sont correctement gérés, si le marché fonctionne bien, si les opérations se font selon les règles qui ont été fixées dans un cadre auquel on a participé, mais qui est quand même très extrêmement contraint. Et je ne suis pas ministre de l'économie et des finances. Hein, et je ne suis que toute petite partie de la politique économique, même si je réponds quand on me pose des questions à tout niveau. Monsieur le rapporteur. Oui. Alors, justement, vous savez, entre, je dirais, la réalité des dossiers que vous traitez au quotidien et puis la vision de nos concitoyens, et je rejoins en partie ce qu'exprimait Pierre-Yves Collombat, la bourse, même si ce n'est plus beaucoup le cas,
pour nombre de nos concitoyens, même ceux qui n'ont pas d'action, c'est la protection des intérêts des épargnants. Hein, bon. Et là, je souhaiterais que vous me disiez ce qu'il en est de la protection des intérêts des épargnants. Je crois que c'est parce que c'est aussi une de vos missions, même si elle apparaît, puisqu'il y a tellement de lignes, de choses que vous faites, qu'on se demande si c'est encore prédominant. J'ose pas dire prédominant, mais si ça fait partie des missions fondamentales, parce que le mot d'épargne populaire avait un sens à une époque. La conjugaison à notre époque des deux mots est assez, parfois, choc. Alors, enfin là, je vous rassure sur ce point, hein, ça reste la préoccupation fondamentale, de protéger l'épargne. Alors, c'est une partie de l'épargne, parce que, par exemple, l'instrument d'épargne populaire le plus connu des Français, de tous les Français, c'est le livret de caisse d'épargne. Bon, nous n'intervenons absolument pas sur ce type d'épargne. Nous, on regarde l'épargne qui est investie en instruments financiers. Voilà. C'est-à-dire une partie de celle qui est dans l'assurance vie parce elle prend les cadres de la gestion d'actifs et tout ce qui est investi directement en actions, en obligations ou tous ces phénomènes-là. Alors, nous avons un rôle c'est une question très complexe. D'abord, la quasi-totalité de nos missions se réfère à l'idée de protéger l'épargnant. Par exemple, tous les gens qui chez nous s'occupent de la qualité des comptes et de la qualité de l'information financière. C'est un élément absolument majeur, historique et fondateur pour nous de la protection de l'épargne, c'est de donner au marché, c'est-à-dire à tout le monde, la capacité d'avoir les éléments sur les comptes, sur la manière dont l'entreprise est dirigée, dont les dirigeants sont rémunérés maintenant, etc. Et surtout sur les risques qu'il y a, le modèle d'affaires, etc. Même si ça apparaît sur une ligne différente, Alors, ensuite, nous avons accru très considérablement les interventions directes sur des personnes qui se plaignent ou qui subissent des préjudices du fait des dysfonctionnements du système financier. Alors ça vient par la médiation qui s'est beaucoup développée et qui traite plusieurs centaines de cas chaque année de personnes qui écrivent, et il y a un taux de réussite dans les médiations assez important. Ça veut dire très concrètement que l'épargnant qui, par exemple, trouvait que son ordre avait été mal passé, mal exécuté, ou qu'il avait été mal conseillé, ou que le transfert de compte d'une banque à l'autre ne s'était pas bien fait, la banque accepte de faire un geste en sa faveur quand notre médiateur, Madame la médiateur en réalité, une ancienne juriste de la Cour de cassation, le recommande. C'est assez souvent suivi des faits. Nous avons créé, c'est mon prédécesseur Jean-Pierre Jouyet qui a créé cela, une direction des relations avec le public, qui organise par exemple des visites mystères dans les réseaux pour voir, en se faisant passer pour un client, pour voir comment ça marche, qui a un fil internet qui permet des informations. Donc on a une action assez concrète. Alors là où la question devient plus difficile, si vous voulez, et c'est ça ma préoccupation principale, c'est comment répondre à ce qui était le début de votre question, c'est-à-dire le fait qu'on a une extrême inquiétude et méfiance de beaucoup de Français à l'égard du système financier que nous avons la charge de surveiller. Et c'est dommage parce que, c'est à la fois très compréhensible, parce qu'il y a eu des chocs, et je ne vais pas vous les rappeler, que ce soit la crise russe, l'éclatement de la bulle, la crise des subprimes. Il y a eu des à-coups dans les marchés actions en particulier qui ont été très considérables. J'espère qu'on n'en aura pas dans le secteur obligataire, c'est un de nos soucis actuels. Donc on peut parfaitement comprendre ça. En même temps, c'est une faiblesse pour nous au plan économique, je pense, d'avoir un actionnariat insuffisamment stable, insuffisamment français. C'est un souci pour moi de voir que la plupart des grands groupes français qu'on cite tout le temps ont en fait un actionnariat qui n'est que très partiellement national. Donc nous essayons c'est le titre de notre plan stratégique, c'est rendre confiance dans la finance, restaurer la confiance dans la finance, redonner du sens. Pourquoi ? Parce que
un système financier, c'est une composante du développement et de la croissance d'un pays qui est absolument fondamentale. Même si c'est vrai que dans notre pays en particulier, ce sont des réalités qui sont pas très familières. Les Français se caractérisent à la fois parce qu'ils ont une très forte épargne et elle est pas forcément investie beaucoup en actions. Pierre-Yves ? Monsieur le Président, je voudrais savoir comment des affaires comme l'affaire Dexia, ce qui a quand même été une belle catastrophe, ou l'affaire Kerviel, sont-elles possibles? Ou autrement dit, comment peut-on effectivement réguler ces marchés, le trading haute fréquence, toutes ces transactions très rapides, enfin, etc. Et comment, c'est peut-être encore plus emblématique Dexia, qui passait pour, moi je me rappelle l'époque où son président, directeur général, donnait des leçons à toutes les collectivités territoriales sur la façon de gérer, etc. C'était considéré comme un modèle de réussite, n'est-ce pas? On était parti d'un modèle, comment dire, quasiment étatisé, et on avait vraiment une très très belle réussite, sauf que s'il n'y a pas eu l'État derrière, après, à la fin, et les collectivités territoriales d'ailleurs, avec leurs prêts explosifs, voilà. Donc comment vous n'avez pas vu venir ce genre? Je suppose que non, puisque vous auriez peut-être fait quelque chose, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est encore reproductible? Notamment une affaire comme l'affaire de BNP Paribas de Kerviel. C'est Société Générale Kerviel. Ouais. Sur Dexia, moi je serai très bref, parce que c'était pas dans notre compétence réellement. C'est une affaire bancaire et qui relève de la régulation prudentielle et d'ailleurs franco-belge. Donc moi j'ai très peu connu de cette affaire, donc je ne peux pas en parler. Il y a des erreurs de gestion dans les banques et dans le système financier, comme il y en a partout ailleurs. C'est vrai que c'est le rôle des régulateurs de les prévenir. Bon, ils ne font pas forcément toujours un parcours sans faute et c'est très fâcheux, y compris dans le cas que vous avez cité. C'est pour ça qu'on essaye de multiplier maintenant les procédures, les systèmes de contrôle. Si vous me demandez si une défaillance à un quelconque stade est toujours possible, honnêtement, oui, forcément. Bon, je pense que la probabilité diminue considérablement. Alors l'affaire Kerviel, c'est complètement différent. L'affaire Kerviel, c'est une affaire de trading, donc de prise d'opération sur le marché financier, principalement d'ailleurs sur le marché allemand, par un opérateur qui a échappé au système de contrôle de sa banque. Donc c'était une défaillance des systèmes de contrôle qui a d'ailleurs été sanctionnée par la CPR, qui a trouvé que les systèmes de la Société Générale s'étaient avérés défaillants. L'ancêtre de l'AMF avait écrit plusieurs courriers d'ailleurs sur ces points. Bon, alors c'est pas ça peut surprendre. D'ailleurs, moi ça m'a surpris personnellement. C'est pas le seul cas. Il y a eu, et pas seulement en France, où vous avez, malgré normalement la qualité des systèmes de reporting, etc., où vous avez des accidents de trading, c'est-à-dire des gens qui prennent des positions extrêmement audacieuses et qui, d'un seul coup, génèrent des pertes colossales. Donc ça, je pense que ce type d'accident, si vous voulez, et je vous ferai la même réponse, est de plus en plus improbable, mais il n'est pas totalement impossible. Ça peut arriver. C'est un accident. Dans un autre domaine, vous êtes aussi chargé, je crois, de lutter contre les délits d'initiés. Et qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de l'affaire EADS ? Écoutez. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur. C'est une question qui est difficile pour moi. Écoutez, moi, parce que je suis tout sauf neutre dans cette affaire, j'étais secrétaire général de l'AMF à l'époque, j'ai ouvert l'enquête et j'ai présenté les résultats de cette enquête devant le collège de l'AMF en
2008, ça devait être. 2008, oui, ça devait être en 2008, je pense, ou 2007. Donc, je peux difficilement vous dire que je ne partageais pas les conclusions du rapport d'enquête, sinon je l'aurais indiqué au collège, et moi j'ai au contraire indiqué que je partageais les conclusions de ce rapport. Le collège a partagé d'ailleurs cette opinion et a donc notifié des griefs à, de mémoire, 18 personnes morales et physiques dans cette affaire. Ensuite, nous avons suivi la... Donc moi, d'autres raisons ont fait que j'ai quitté l'AMF à ce moment-là. Et j'ai appris ensuite que la commission des sanctions, on a séparé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'accusation et le jugement, si on peut dire, même si ce n'est pas un terme approprié de façon juridique. Et la commission des sanctions, dans la souveraineté de son débat auquel je n'ai pas participé et qui était secret, a considéré qu'on n'avait pas apporté suffisamment d'éléments de preuve. Un juge d'instruction qui était parallèlement saisi a parallèlement conduit le dossier. Il l'a conduit, je pense qu'il y a eu plusieurs juges d'instruction successifs. Le dernier a repris les mêmes éléments d'accusation en très gros que le rapport d'enquête, les a présentés au tribunal correctionnel. Pour des raisons juridiques, le Conseil constitutionnel saisi a dit qu'on ne pouvait pas poursuivre deux fois les mêmes faits. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je n'émettrai pas d'autre opinion. La question de Pierre-Yves Collombat était parfaitement judicieuse parce qu'elle doit, les uns et les autres, nous inciter à améliorer les formules, parce que vis-à-vis de nos concitoyens, je pense, et de la justice, je pense que ce qui s'est passé n'est pas forcément positif. Bon, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons partager, parce que à la suite des informations qui ont paru, des procédures qui ont été enclenchées, c'est une issue. Il ne faut pas remettre en cause les décisions de justice, hein, même au Parlement, mais on peut avoir une opinion. Je crois que ce n'est pas une très bonne image du fonctionnement de notre système. Je voudrais revenir d'ailleurs sur les questions je dirais, de transparence, de conflit d'intérêts. Vous nous avez répondu, et je tiens à vous en remercier très précisément, sur vos rémunérations, ce qui n'est pas le cas de tous les présidents d'autorités administratives indépendantes, y compris de beaucoup plus petites. Hein, et je crois que, merci de l'avoir fait, bon, vu votre rémunération nette à 200 et quelques mille euros, moi ça ne me choque pas du tout. Je pense qu'on est à un niveau de responsabilité où il faut qu'il y ait une indépendance, mais par rapport au fonctionnement du collège, comment faire en sorte que vous puissiez avoir, parce qu'il y a 6 personnes qui sont censées représenter le monde de la finance sous diverses formes, en tout cas des compétences spécialisées, comment faire en sorte qu'elles puissent... On peut être nommé et ne pas vouloir, hein, ou être consulté sur une éventuelle nomination, c'est plutôt ce qui se passe en général. Je dis, écoutez, vu la rémunération, vous comprendrez bien, cher ami, que c'est pas du tout... je suis pas d'accord. Et vous avez même eu une démission récente, celle de Madame Cohen, qui déclarait: mon prochain départ du collège de l'AMF s'impose à moi par l'entrée en vigueur de la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 et plus précisément par son décret d'application du 1er juillet 2014, dont la mise en œuvre pratique a été discutée en collège le 22 juillet 2014. Cette loi impose aux membres du collège de l'AMF qu'ils confient leur titre de société cotée et non cotée en mandat de gestion indépendant. L'application de la loi n'était pas compatible avec mes engagements au sein d'Apax Partners. Ma démission sera ainsi effective la veille de l'entrée en vigueur de la loi, le 30 septembre 2014. Alors qu'en pensez-vous? C'est strictement exact. Oui, ça, c'est strictement exact. Alors, il y a plusieurs choses, hein, si vous voulez. D'abord, le modèle de gouvernance de l'AMF et de composition du collège est assez original. Enfin, vous allez le constater. Je ne pense pas qu'on ait tellement d'exemples vraiment très comparables.
Donc le collège comprend 16 membres, dont 15 sont à temps partiel et ont d'autres activités, et un seul, votre serviteur, est à titre permanent. Moi j'avais plaidé et j'ai été entendu pour que les rémunérations attachées à ces fonctions, telles à temps partiel, soient quand même significatives, parce que ça représente une charge de travail. Les membres du collège font souvent ça le week-end, et donc même si ça dépend évidemment beaucoup de leur situation, certains ont des... donc ce service doit être rémunéré. En même temps, ça ne peut pas se comparer à la rémunération du président, puisque le président, lui, il est là tout le temps, et pas mal d'heures quand même, alors qu'eux, ils sont à temps partiel. Alors la deuxième chose, c'est que je ne vous cache pas, et je l'ai dit d'ailleurs, et je l'ai écrit au président de la haute autorité compétente, que, à mon avis, les règles sur le maniement, enfin la gestion de son patrimoine sont assez peu adaptées à une autorité comme l'AMF. Pas dans leur ensemble, mais certaines. Et par exemple, dans le cas de Monique Cohen, le fait qu'elle co-investisse avec ses clients, puisqu'en fait c'était ça dont il s'agissait, dans des sociétés non cotées, ne me paraissait poser strictement aucun problème en termes de déontologie. C'est-à-dire que chacun savait, quand elle a été nommée au collège, que c'est une personne qui a fait toute sa carrière dans la finance, je crois d'abord chez Paribas, et ensuite dans une très grande société de capital développement. Et il est évident que dès qu'un des dossiers concernait Apax, puisqu'elle était chez Apax, elle sortait et on délibérait en son absence. En revanche, le fait qu'elle possède des titres d'une société non cotée, avec laquelle l'AMF n'a pas de lien, si vous voulez, moi ne me gênait pas. Il se trouve que la rédaction adoptée faisait qu'elle devait soit décider de cesser de co-investir avec ses clients, ce qui n'est pas conforme aux pratiques dans son métier, soit violer une règle qui était nouvelle et résultant de la législation. Donc c'est pour ça qu'elle a été conduite à démissionner. Moi, je l'ai regretté parce que c'est une personne qui était très compétente, mais bon, ça fait partie des... Je pense la vérité, c'est que les auteurs de ces règles n'ont pas pensé à des autorités. C'est des règles très générales qui n'ont pas été bâties pour une autorité qui précisément régule le système financier et dans lequel il y a des gens qui sont forcément amenés à gérer leur propre patrimoine, leur stock option quand ils en ont, etc. Donc c'est... Alors, dernière chose, ce modèle-là, si vous voulez, certains le critiquent. Moi, j'ai déjà un peu répondu à monsieur le sénateur, c'est que je pense que la diversité des provenances, le fait qu'il y ait des gens qui, effectivement, sont dans la vie active, donc peuvent apporter un point de vue qui, certes, peut être... colorés par les intérêts qu'ils représentent, parce que c'est leur métier, mais ça donne un angle qui est assez riche. Et chacun sait bien que quand, par exemple, c'est un émetteur qui parle, il parle selon le point de vue de quelqu'un qui vient chercher des fonds sur le marché financier, et pas selon le point de vue d'un banquier conseil, ou selon le point de vue d'un commissaire aux comptes, ou selon le point de vue de Finance Watch qui a un regard plus critique sur l'ensemble du système financier. Mais dans un débat, quand on a une difficulté, moi je pense que personnellement c'est une richesse. Alors évidemment, il faut être très strict sur les conflits d'intérêts individuels, c'est-à-dire évidemment, et c'est une pratique évidemment constante chez nous, qui existait bien avant la dernière loi, de faire que toute personne dont la maison a connu, même indirectement, d'une affaire qui vient devant le collège, se retire, ne participe pas à ce débat sur cette question individuelle. Par contre, on a sa participation sur l'ensemble des questions générales. Oui, je voudrais revenir sur les problèmes de rémunération, puisque vous avez dit, Monsieur le Président, que vous étiez en fait le seul des 16 membres qui était à plein temps. Oui, exactement. C'est cela. Oui. C'est-à-dire que donc, les autres membres continuent, j'imagine, leur activité professionnelle à côté. Donc, par exemple, le conseiller d'État, oui. le conseiller à la Cour de cassation ou le conseiller maître à la Cour des comptes. J'ai cru comprendre qu'il travaillait le week-end.
pour pouvoir vous... Mais j'imagine quand même qu'ils doivent travailler un petit peu en semaine Oui. dans le cadre de Je l'activité contrôle pas leurs- importante, parce qu'autrement, ils dépasseraient les 39 heures et ça serait évidemment pas acceptable, bien entendu. Donc, j'imagine que la rémunération que vous leur donnez vient se cumuler avec leur rémunération de base. Ah, bien sûr. C'est cela. C'est cela. Oui. D'accord. Donc, c'est bien à prendre en compte. D'accord. Ah, non, c'est clair. Oui, tout à fait. C'est exactement le système. Alors, je vais demander, et vous allez bien vouloir m'excuser, il faut que j'ai un avion et je suis obligée, surtout que j'ai un départ de feu en plus chez moi qui est un peu préoccupant. Pierre-Yves, est-ce que tu veux bien présider à ma place? Et je suivrai bien sûr, compte rendu, tout ce qui a été dit après mon départ. Monsieur le rapporteur. Oui, il vous arrive d'être consulté par le gouvernement. Il m'arrive d'être consulté par le gouvernement? Ah oui, oui. Par exemple, sur les conséquences de la crise, les conséquences éventuelles de la crise grecque. Vous avez été consulté? Sortie de l'euro, de la Grèce ou pas? Sur la Ces derniers conséquence jours, pour non. les marchés financiers. C'est-à-dire, je participe à plusieurs instances, hein, dont le comité d'évaluation des risques, hein, qui est présidé par Michel Sapin. Donc, il n'est pas spécialement sur la crise grecque, mais on passe en revue tous les 2 ou 3 mois, hein, l'ensemble des risques. Hein, et donc, évidemment, je prends part à ce débat. Si votre question, en revanche, est précise sur les tout derniers jours, bon, à part, nous avons fait, Les dernières semaines. nous avons fait le point sur les risques qui sont dans le secteur que nous régulons. Ils sont d'ailleurs très très faibles en fait. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans tous les fonds qui sont dans la gestion d'actifs, hein, sous les gérants que nous agréons, les sommes exposées à la Grèce sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un ou deux fonds spécialisés qui sont très spéculatifs, qui ont pris de ce type de papier. Je crois qu'on est à moins d'1 milliard d'euros de risque par rapport à des centaines de milliards qui sont sur 1400 milliards d'OPCVM. Donc c'est négligeable. Et les banques, donc, qui sont pour la plupart cotées, ont des expositions très très faibles. Donc ça, on l'avait vu. Pour le reste, moi, sur le débat sur ce qui nous, moi en tant que régulateur de marché, ce qui est retracé dans le rapport qu'on a récemment publié, par exemple, sur l'ensemble des risques, c'est l'impact sur la gestion des taux et les spreads, les différents écarts de taux, hein, entre les papiers publics, entre les obligations d'État. Ça, c'est un point majeur. Si vous voulez, on a le risque que effectivement les pays les plus fragiles voient leur taux d'intérêt augmenter, ce qui à ce moment-là aurait des conséquences sur le marché importantes. Et on a aussi un autre risque, c'est que les taux extrêmement bas, qui sont destinés évidemment à relancer la croissance et l'emploi, comportent aussi des risques de mauvaise évaluation des risques sur certains actifs, et comporte des risques dans le cas où il y aurait un accident, par exemple un signal donné au marché par une crise, hein, ça peut être la Grèce, ça peut être autre chose, et qui mène à une brusque remontée des taux qui à ce moment-là fait baisser le prix des obligations et peut conduire à des phénomènes de fuite dans les fonds obligataires. Ça, c'est des points qu'on regarde, nous, très précisément, sans avoir on doit essayer de gérer ces risques au mieux. On ne pourra pas empêcher que s'il y a une évolution brutale des taux, ça fasse décoter le papier obligataire, c'est logique. Hein, c'est inévitable, oui. Ça. Par contre, on peut essayer d'éviter que ça provoque des réactions en chaîne. Tout à l'heure, je crois, à très juste titre, vous avez à nouveau rappelé que dans les sociétés, dans les grandes sociétés françaises, la part des actionnaires d'origine nationale était relativement faible et que cela pouvait générer un certain nombre de problèmes. Et ce qui me permet d'avancer sur une question concernant la confiance des épargnants. On voit souvent, de plus en plus souvent, dans des médias, y compris de télévision ou de radio, des publicités pour des placements financiers avec une petite mention. On vous rappelle quand même qu'il y a un risque. Bon.
Bon, je voulais avoir votre sentiment là-dessus et quel est votre sentiment sur la manière, puisqu'on est quand même dans un système où la finance, même si ça a été décrié il y a quelques années par d'éminentes personnalités aujourd'hui en charge de responsabilité, la finance est toujours le moteur. Comment rassurer nos épargnants et faire en sorte qu'ils fassent davantage confiance pour effectuer des placements dont vous avez rappelé vous-même qui se portent surtout sur certains livrets ou sur l'assurance vie. Si vous voulez, bon, la question est... On déborde un peu du cadre Non, mais c'est vraiment une question centrale pour nous. Il n'y a pas de réponse unique. C'est sûr que quand il y a des scandales tels que ceux que, Monsieur le Président, vous avez cités, ou quand il y a des crises avec des chutes de cours massives, les gens ne comprennent pas et les gens se méfient. Néanmoins, on a montré que, par exemple, sur le marché action, sur une période de 25 ans, quelqu'un est dividende réinvesti, malgré tous les à-coups qu'il y a eu pendant cette période, quelqu'un qui aurait investi une certaine somme il y a 25 ans a fait un placement excellent et qui se compare favorablement à la plupart des placements qui pouvaient être faits. Donc le marché action, si vous voulez... Pardon, Monsieur le Président, mais placement de bonne qualité, oui, mais... très inférieur s'il l'avait fait sur d'autres marchés financiers dans d'autres pays, pour des raisons que nous connaissons. Oui, ça dépend, effectivement. Enfin, ça dépend, ça. Là, je prenais quelqu'un qui avait, par exemple, investi sur le CAC 40, si vous voulez. Vous pouvez démontrer que dividendes réinvestis, parce qu'en fait, les actions en ce moment rapportent beaucoup, en réalité. Il y a des dividendes qui sont importants. Effectivement, vous avez un risque de volatilité, c'est-à-dire que le cours baisse fortement, puis remonte, etc. Donc c'est aussi des risques que des actions sortent du CAC 40. Vous pouvez avoir des actions qui sortent évidemment du CAC 40, mais c'est un placement qui reste, si vous voulez, les personnes qui ont eu, par exemple, l'audace d'investir sur le marché des actions lorsque celui-ci a connu des chutes considérables à l'occasion de la crise des subprimes, ont fait des plus-values très, très substantielles. Donc ils ont été rémunérés pour leur risque. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que des mauvaises affaires et que je pense que quelquefois l'aversion au risque est en fait mauvaise conseillère pour certains types d'épargnants. Donc nous, notre métier, si vous voulez, c'est de faire en sorte que l'épargnant soit averti, soit bien informé sur ce qu'on appelle le couple rendement-risque, c'est-à-dire le risque qu'il prend en termes de perte d'une partie de son capital ou de volatilité, c'est-à-dire s'il veut sortir de son placement à un mauvais moment, il sera pénalisé, mais aussi les espoirs de gain. Et vous avez toute une série de comportements qui ne tiennent pas compte de ça. Vous avez ceux qui renoncent aux gains qu'ils pourraient avoir sur le marché action, indépendamment des autres intérêts économiques d'un tel placement, parce qu'ils se méfient trop, et donc ils perdent une opportunité d'une certaine façon. Vous avez un deuxième risque, alors que vous avez visiblement en tête et sur lequel nous on est hyper mobilisés, c'est que face au fait que l'épargne classique en ce moment est très très peu rémunérée, puisque les taux sont extrêmement bas, vous avez c'est une opportunité assez facile pour toute une série de gens peu scrupuleux pour aller proposer des produits qu'on appelle exotiques en général, disant vous allez gagner beaucoup d'argent alors en investissant dans des manuscrits, par exemple. Il y a un scandale en cours dans ce domaine-là, enfin dans des actifs, si vous voulez, non classiques. Et alors nous, en ce moment, on est extrêmement mobilisés, on fait une offensive absolument massive contre ce qu'on appelle les options binaires ou les produits du marché d'échange. Vous avez des publicités régulières, surtout sur Internet. On vous dit devenez trader en quelques heures et vous gagnerez du 15% par an. Alors que nous, on a fait une étude et on a vu que même en allant chez un professionnel sérieux, ce qui ne sont pas tous, et dûment agréés, contrôlés par nous, ils avaient 90% de chances de perdre et des sommes significatives. Donc on est en train d'essayer on a proposé au ministre de l'économie d'être à l'initiative d'une
d'une réforme législative nous permettant de limiter encore la publicité sur ces types d'actions. Mais c'est un des risques de la période d'avoir des personnes qui, justement, voyant que le livret de caisse d'épargne ou les placements classiques ou l'achat d'obligations ne rapportent pas beaucoup, aillent sur des mirages qui souvent sont gérés par des esprits très peu scrupuleux. Nous, on a multiplié des enquêtes, on a sanctionné assez fortement des gens qui avaient trompé le public sur des investissements dans le domaine de l'art. On a été beaucoup en coordination avec la DGCCRF sur la question des manuscrits, même si c'était pas, l'affaire était tellement bien montée que c'était étudié pour être à l'extérieur de notre limite de compétence initiale. Donc on a effectivement des risques qui sont liés à la période. Vous avez un risque plus classique que j'évoquais tout à l'heure, c'est le risque que les investisseurs, y compris les professionnels, se placent sur des obligations, par exemple, de plus en plus risquées pour avoir un peu plus de rémunération, que ce soit les obligations de l'État allemand ou de l'État français, enfin des bonnes ou américains, des meilleures signatures, et qu'à un moment donné, on s'aperçoive que le surcroît de rémunération n'était en fait pas suffisant pour, compte tenu de l'abondance de l'argent, n'était pas suffisant pour rémunérer ce risque et qu'il y ait des accidents dans ce domaine. C'est une des choses qu'on craint. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, une catastrophe, en tout cas pour les petits épargnants telle que celle d'Eurotunnel, pourrait se renouveler? Enfin, oui et non, c'était une affaire très, très spécifique. Donc, dans ces conditions-là, non. Inversement, en ce moment, nous avons beaucoup d'introductions en bourse. On est d'ailleurs assez fiers que se crée à Paris un pôle de sociétés de biotechnologie. On a 50 ou 60 sociétés assez récemment introduites sur le marché parisien dans les différents domaines de la santé, de la biologie, etc. Vous avez une participation des particuliers qui est non négligeable à ces introductions. Sur le lot, et sans qu'on puisse le savoir, il y aura certainement des sociétés qui vont exploser en ce sens qu'elles vont se développer de façon considérable et que la valeur de leur action va faire des progrès considérables. Il est à craindre que certaines ne débouchent pas parce que le produit, la technique, soit été dépassé ou n'a pas été accepté ou s'est révélé trop risqué. Donc effectivement, le seul conseil à donner aux particuliers qui s'intéressent à ça, c'est d'abord de bien regarder, s'ils connaissent ce secteur, c'est quand même mieux, et puis de diviser leurs risques. Mais quelqu'un qui miserait, et on a parfois des courriers poignants de ce point de vue-là, vous avez des gens qui, séduits par telle ou telle affaire, ont misé une partie significative de leur épargne sur une seule action risquée. Si celle-ci... si vous faites ça sur Air Liquide, bon, vous n'avez pas trop de risques, parce que c'est une valeur qui est connue pour être assez stable. Mais si vous faites ça sur une société qui vient de s'introduire, vous prenez des risques considérables. Et donc cette personne-là peut perdre ce qu'ont perdu des gens sur Eurotunnel si l'action est divisée par 10, voire ne vaut plus rien. Ça peut arriver. Donc on donne en permanence des conseils de répartition de ces risques. Je vous ai demandé si... le gouvernement vous demandait des avis, vous m'avez dit oui. Mais est-ce qu'il vous en donne? Lorsque nous participons, je participe là au comité présidé par Michel Sapin. Bon, chacun s'exprime, mais Michel Sapin s'exprime, donc il donne son avis. Et nous avons un bon dialogue avec la direction du Trésor. Je vous répète que sur les affaires individuelles, nous n'avons jamais d'expression. De pression, et la liberté du collège a toujours été totale. Bon, le dernier cas où on a eu une décision qui impliquait l'État et qui était un peu difficile à prendre, c'était une affaire de savoir s'il y avait concert entre l'État et Bouygues dans l'opération Alstom. Bon, il est évident que le point de vue du ministre de l'époque, qui était M. Montebourg, était qu'il plaidait pour le fait qu'on considère qu'il n'y avait pas concert, parce que ça facilitait éventuellement les transactions de l'État.
Il a exprimé effectivement cette position, mais nous avons délibéré. Moi, j'étais fortement de l'opinion inverse. Je pense qu'en droit, il y avait concert, et le collège a délibéré qu'il y avait concert, et ça en est resté là. En revanche, et ça, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les cas, sur les questions générales, c'est-à-dire comment mieux réguler le trading haute fréquence, comment agir sur la sécurisation des fonds monétaires, quelle position adopter sur les dark pools ou la transparence de différents instruments financiers, qui sont des questions qui se négocient à Bruxelles ou à l'ESMA. Nous avons un débat et nous recueillons, non seulement moi-même, mais toutes les équipes, on travaille beaucoup avec Bercy sur ces points. Donc ça me paraît d'ailleurs tout à fait logique, et on peut avoir, si vous voulez, des angles de vue, puisque nous avons un prisme, enfin un angle d'attaque légèrement différent de celui qui est normalement celui du ministre, hein. Mais c'est vraiment des nuances, hein. Sur ces sujets-là, il y a un assez grand consensus, hein. Les positions françaises sont assez bien calées en faveur de la transparence, avec une certaine méfiance, par exemple, sur le trading haute fréquence. Mon prédécesseur s'exprimait beaucoup, je partage ses avis là-dessus. Et donc, voilà comment nous travaillons. Et sur les aspects d'enquête ou de choses comme ça, il n'y a jamais d'intervention de la direction du Trésor ou d'autres personnes dans le secteur de l'État. Et sur l'aspect enquête, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez les moyens suffisants pour être totalement opérationnel sur les délits d'initiés, sur ce qui constitue une des parties du fondement de l'inquiétude de nos concitoyens et d'un rejet d'ailleurs du système? Si vous voulez, bon, un gestionnaire ou un responsable ne dira jamais qu'il a assez de moyens. On peut toujours essayer d'améliorer encore la qualité de nos systèmes informatiques, de recruter plus de spécialistes, etc. Et nous sommes, quand on se compare à nos homologues, on n'est pas ceux qui avons les équipes les plus nombreuses, et c'est franchement un euphémisme. En revanche, on a quand même atteint, enfin vous l'avez vous-même signalé, hein, on a augmenté. Moi, quand j'ai commencé à la COB à la fin des années 90, il y avait de mémoire de l'ordre de 220-230 personnes à la COB, il devait être 230-240 au CMF. Aujourd'hui, la somme des deux fait de l'ordre de 450. On a quand même fait du chemin. On a des gens plus seniors. On recrute, par exemple, dans le domaine de la recherche des manipulations de cours par l'utilisation d'algorithmes dans le trading de haute fréquence. Je crois que nous sommes un des seuls régulateurs européens, au moins en Europe continentale, qui est capable de monter un dossier. Je ne sais pas, on a envoyé des dossiers à la commission des sanctions, je ne sais pas ce qu'elle dira, mais je peux vous dire qu'il y a des gens d'un niveau technique très élevé et ensuite des très bons juristes qui ont travaillé sous l'autorité de Benoît, et ensuite nous avons délibéré en collège pour poursuivre ce type d'infraction. C'est un travail très très technique, très difficile, on a quand même eu les moyens. Donc voilà, je pense qu'on peut... mon souci immédiat, si vous voulez, dans ce domaine des moyens, il est double. Il est d'abord de convaincre, j'espère l'avoir fait, le ministre et aussi le Parlement, de nous laisser une certaine autonomie budgétaire, une certaine garantie sur nos ressources. Parce que si on fait des prélèvements sur des fonds de roulement, si vous voulez, bon, ça a été fait une fois, au bout d'un moment, on ne peut plus piloter une maison. On prend trop de risques, si vous voulez. Et donc, il faut nous donner de la visibilité, bien évidemment nous contrôler, il y a des tas de contrôles, mais il faut nous donner de la visibilité et de la sécurité sur nos ressources. On est parfaitement capable de gérer dans le temps les aléas qui ont paru vous choquer, mais qui font partie de l'univers dans lequel on est. En revanche, on doit avoir une certaine visibilité. Et la deuxième chose, je l'ai cité tout à l'heure, c'est d'être capable de retrouver, dans une phase où le marché va un petit peu mieux,
et où donc il y a des recrutements qui se font parmi nos salariés, de rester suffisamment attractifs pour recruter d'aussi compétents, voire d'augmenter un petit peu le nombre de nos équipes. Notre plan, autant le plan précédent était très dynamique sur les recrutements, sur l'augmentation des effectifs. Avec Benoît Juvigny, lorsque nous avons préparé à mon arrivée, il se trouvait qu'on était à l'échéance du plan qu'on peut appeler juillet, si vous voulez. On a refait un point. On a été beaucoup plus modéré parce que le marché était très bas, nos recettes étaient inférieures à nos coûts, et donc on a mis 5 postes par an. Notre but, c'est de faire ça et puis surtout de remplacer avec une très bonne qualité. Voilà. Maintenant, si on a la possibilité d'augmenter encore plus, on peut toujours faire mieux dans ces domaines-là. On peut avoir plus de. Est-ce que vous êtes mais on a un assez bon niveau. Je ne veux pas être immodeste, mais globalement, quand on discute, quand on est à l'OICV, quand on est à l'ESMA, donc l'instance européenne, les équipes de l'AMF sont plutôt respectées. On participe à énormément de groupes, on a de bons experts, donc je crois qu'on a un assez bon niveau, même si c'est jamais acquis, parce que ce qui est le charme et le risque de notre métier, c'est que la réalité, non seulement nos missions évoluent, mais surtout la matière que nous travaillons évolue elle-même. Vous avez des techniques différentes, etc. Alors de loin, ça paraît la finance, etc. Mais dans le détail, quand on s'en occupe tous les jours, pour rester à jour, il faut sans cesse retravailler, quoi, et avoir les bonnes compétences, y compris en droit. Une dernière question. Pensez-vous que les projets pour muscler un peu la régulation, qui est les projets européens, vont aboutir à une date assignable, du moins, et en la matière, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus urgent de modifier dans ce domaine-là? Alors effectivement, donc il y a un projet d'union des marchés de capitaux. Alors derrière ce titre, cet intitulé qui est très englobant, très général, qui n'est pas nouveau par certains côtés, puisque ça fait des dizaines d'années en fait qu'il y a un effort pour rapprocher les règles des différents marchés, pour permettre qu'un gérant autorisé à gérer dans un pays puisse aller utiliser le passeport pour proposer ses produits dans un autre pays. Donc on ne part pas du tout de zéro, On a énormément de choses. Alors derrière cette expression, si vous voulez, il y a avant tout la volonté de ne plus rester sur la posture que les régulateurs ont depuis 2007-2008, qui est une posture de gestion du risque. C'est vrai que les événements ont été si dramatiques en 2007-2008 que depuis cette date, que ce soit dans la régulation prudentielle, celle des banques, des assurances, ou que ce soit dans le domaine des marchés, on a cessé, en particulier en Europe, aux États-Unis également, de multiplier les textes pour durcir les règles dans tous les domaines. Donc ça, c'était, je crois, nécessaire. Ça demande c'est pas tout à fait achevé. Ça demande une certaine, un certain toilettage, parce que par toute cette série de directives, on a raisonné de façon un peu verticale, et il y a encore un peu de toilettage juridique à faire pour que certaines contradictions entre des directives soient surmontées. Mais surtout, il faut, et c'est ça le message le plus important, il faut aussi faire en sorte que l'accès au financement soit plus facile. Puisque l'inconvénient de toutes ces règles, c'est que ça peut permettre moins facilement aux entreprises de trouver sur les marchés financiers l'argent dont elles ont besoin. Donc vous pensez qu'il faudrait plutôt déréguler? Déréguler... Non, c'est un gros mot, je oui. sais, mais par exemple, on parlait du trading haute fréquence. Il y a eu des échanges avec le gouvernement français. Il n'était pas exactement sur les mêmes positions. Et assez étonnamment... les Européens paraissaient plus rigoureux que nous. Bon, donc vous serez plutôt sur une position de dire on en a assez fait pour l'instant? Sur le trading haute fréquence, comme on dit, le diable est dans le détail, si vous voulez. Sur le trading haute fréquence, pas du tout. C'est-à-dire que nous avons, nous étant à la fois l'AMF et le ministre, on s'est battu pour que dans la directive MIF 2, un marché d'instruments financiers 2, il y ait des dispositions qui permettent de freiner un peu le recours excessif à ces techniques-là.
Et nous, au sein de l'ESMA, on travaille pour que les textes d'application soient les plus rigoureux possibles. Donc au sein de l'Europe, on est très méfiant. Moi, je me suis souvent exprimé là-dessus. Je pense que le bilan coût-avantage de ce trading haute fréquence n'est pas du tout positif, contrairement à ce que ces défenseurs disent. Par contre, sur d'autres points, par exemple la directive prospectus, donc celle qui détermine la qualité de l'information et la quantité que vous devez donner quand vous faites appel au marché, je pense qu'il y a certaines règles qui sont un peu redondantes. Nous sommes en France le pays qui a les documents les plus longs de toute la communauté européenne. Je ne suis pas sûr que ça soit entièrement justifié. On ne peut pas dire dérégulé, mais on peut faire un effort pour que l'information soit mieux présentée, que pour certaines entreprises de taille moins importante que les grands groupes, on leur demande un peu moins de détails. Vous voyez, des choses comme ça. Ce qui est surtout important, si vous voulez, pour répondre à ma question qui m'était posée, c'est que tout le monde s'accorde à dire que tout l'effort qui a été fait pour mieux réguler les banques va leur donner, sur une moyenne période, ça ne va pas s'écrouler en un an, mais va impliquer qu'elles puissent pas jouer le rôle qu'elles ont historiquement joué en Europe continentale pour financer les entreprises de taille moyenne ou intermédiaire. Les grands groupes aujourd'hui n'ont pas de problème de financement. Ils ont accès à un marché obligataire mondial dans des conditions dont ils ne rêvaient pas il y a quelques années, avec des taux très bas et des marchés très profonds. En revanche, quand vous êtes une entreprise qui est une entreprise régionale, ou une entreprise moyenne, ou une entreprise intermédiaire, même qui a 1500, 2000 personnes, eh bien, vous n'accédez pas si facilement que ça au marché, et vous aviez l'habitude de travailler surtout avec votre banque. Il faut que dans le système, on ait d'autres solutions et qu'on les développe pour le moment, et que j'espère proche, où ces entreprises-là auront davantage besoin de financement, parce que les besoins de financement viennent avec la croissance. S'ils embauchent, s'ils développent leur chiffre d'affaires, s'ils exportent, ils ont besoin d'être accompagnés par des financements. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a toute une série de solutions que la gestion d'actifs, les marchés financiers, par des augmentations de capital, par des introductions, par des opérations de refinancement, peuvent apporter, par des fonds de prêt, par des choses comme ça. Et ça, c'est derrière l'expression union des marchés de capitaux, et nous coopérons. Sinon, dernier point que je peux citer, c'est au sein de l'ESMA, je pense que la France, dans les pays les plus importants de l'Union, est sans doute celui qui est le plus positif à l'égard de cette institution européenne, donc qui regroupe les régulateurs. Et notre priorité, c'est de partager mieux nos informations. Il y a un système informatique qui est encore imparfait. Et dans l'idéal, si on veut avoir une union des marchés de capitaux, il faut que les régulateurs qui recueillent les transactions sur dérivés, sur actions, sur obligations, mettent en commun leur système pour les harmoniser, avoir les mêmes techniques de recueil, les mêmes normes, de façon à être plus économe d'abord dans le recueil, parce qu'en mutualisant les moyens, on aura ça pour, je pense, des conditions meilleures, et puis plus efficace dans le traitement des données. Donc voilà quelques priorités, si vous voulez, dans ce cadre-là. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général Milam. Vous excuserez si on a dépassé un peu les limites. C'est la preuve de l'intérêt que nous vous portons. Je persiste à dire que vous jouez quand même un rôle tout à fait essentiel dans notre système, et c'est pour ça d'où notre intérêt. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.